Les astéroïdes. Des voyageurs du système solaire qui nous rendent souvent visite. Et causent parfois de gros dégâts. Pour prémunir l'humanité contre ces visiteurs indésirables, les grandes agences spatiales les surveillent et les cataloguent. La menace d'un astéroïde a un avantage, c'est qu'on peut la prédire et l'éviter avec des moyens qui sont raisonnables, réalisables et qu'on est en train de mettre en œuvre. Pourtant, ces véritables épées de Damoclès parviennent encore à tromper notre vigilance. Avec la croissance rapide de notre population, les chances que ces bolides sèment le chaos augmentent. Si vous doublez la superficie couverte par les infrastructures humaines sur Terre, alors logiquement, le risque qu'un astéroïde tombe sur une surface habitée est elle aussi doublé. Aujourd'hui, l'humanité déploie des trésors technologiques pour éviter une collision cataclysmique. Pour les États-Unis, les astéroïdes sont désormais sur la liste des menaces nationales. Ce qui semblait être de la science-fiction est devenu réalité. Nous apprenons actuellement à dévier un astéroïde de sa course céleste. C'est la première démonstration à grande échelle d'une technique de déviation d'orbite d'un astéroïde pour la défense de notre planète. Sommes-nous aujourd'hui menacés par des objets extraterrestres? De prime abord, cette éventualité paraît improbable. Pourtant, il semble que parfois, le ciel puisse nous tomber sur la tête. Dans notre système solaire, circulent des millions d'objets appelés astéroïdes. Les plus petits ne mesurent que quelques mètres, mais le diamètre des plus gros approche 1000 km. Certains ne respectent pas la danse régulière des planètes autour de notre astre et croisent parfois l'orbite de la Terre. Pour éviter un impact aux conséquences potentiellement catastrophiques, il faut les repérer, connaître leur trajectoire et savoir de quoi ils sont faits. Un vaste recensement et une reconnaissance de ces objets spatiaux est en cours, car ils pourraient mettre fin à notre monde comme ils l'ont déjà fait par le passé. Il y a 65 millions d'années, les plus grands animaux de tous les temps ont été éradiqués par une collision avec un astéroïde d'environ 50 km de diamètre. Les dinosaures et 80% des espèces animales de notre planète n'ont pas survécu aux conséquences du cataclysme. Tout autour du monde, on retrouve dans les couches géologiques des particules d'iridium, un élément extrêmement rare sur Terre, mais abondant dans certains astéroïdes. L'impact a déclenché une sorte d'hiver nucléaire qui a plongé la Terre dans l'obscurité et interrompu la photosynthèse de toutes les plantes pendant plusieurs années. Herbivores puis carnivores sont morts de faim et de froid. Heureusement, la plupart des astéroïdes ne mesurent que quelques centimètres et viennent illuminer nos ciels nocturnes. Une étoile filante, comme celle-ci filmée au ralenti, c'est un petit astéroïde qui brûle dans notre atmosphère. Bien qu'invisibles le jour, ces poussières spatiales alourdissent quotidiennement la Terre d'environ 100 tonnes, soit presque 40 000 tonnes par an. Ces petites particules ne présentent aucun danger.
Le problème vient de ceux mesurant une dizaine de mètres ou plus. Il y a à peine plus d'un siècle, l'un d'entre eux semait le chaos en Sibérie. Autour de la rivière Tunguska, quelques éleveurs de rennes ont été témoins de la colère d'Ushir, leur dieu du vent et du tonnerre. Cet événement céleste reste mystérieux. La plupart des scientifiques l'attribuent aujourd'hui à un astéroïde de seulement 50 mètres qui aurait explosé à 9 km d'altitude. L'énergie libérée équivaut à environ 1000 fois celle de la bombe d'Hiroshima. De mémoire d'homme, c'est la plus grosse collision entre un corps céleste et la Terre. Heureusement, ce cataclysme a eu lieu dans une zone faiblement peuplée. S'il était survenu 5 heures plus tard, c'est toute la ville de Saint-Pétersbourg qui aurait été soufflée. Sur 200 000 hectares, 60 millions d'arbres ont été couchés ou calcinés sur pied. Aujourd'hui, la végétation a repris possession des lieux et il ne reste qu'un petit lac causé par l'impact. Le bolide de la Tunguska n'a pas été détecté par les premiers télescopes, qui n'étaient capables de repérer que des corps de plusieurs kilomètres. De nombreux astéroïdes ont été découverts à l'Observatoire de Nice, où travaille encore aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes mondiaux en la matière. C'est avec un télescope comme celui-ci qu'on a découvert le premier astéroïde. En 1801, l'astéroïde Cérès, à une distance d'ailleurs où on s'attendait à avoir une planète. Petit à petit, on a découvert de plus en plus de corps et on les a appelés astéroïdes pour astère parce qu'ils avaient la forme d'une étoile. Pour comprendre l'origine de ces objets, il faut remonter à la genèse de notre système solaire. Notre système solaire est né il y a à peu près 4,5 milliards d'années. À l'époque, notre jeune Soleil était entouré d'un disque de gaz et de poussière, des toutes petites poussières qui ont commencé à rentrer en collision les unes avec les autres, à s'agglomérer pour former des corps de plus en plus gros. Ces corps célestes, ce sont les planètes. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire qui s'est formée la première, dans le premier million d'années.
puis ensuite les autres planètes. Elles ont concentré toutes les petites poussières, solides ou gazeuses. Presque toutes. Les astéroïdes sont les résidus de la formation du système solaire. Ce sont des roches qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer pour former des planètes. En s'éloignant progressivement du Soleil, on croise d'abord les orbites des planètes rocheuses. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Viennent ensuite les planètes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Comme les planètes, les astéroïdes tournent sur eux-mêmes et orbitent aussi autour du Soleil. À la fin du XXe siècle, on en a déjà recensé plus de 100 000 dans une zone baptisée ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. D'autres ceintures existent par-delà Neptune. Ces anneaux sont communément représentés comme de denses essaims de roches. Mais les astéroïdes sont en réalité très éloignés les uns des autres. Quelle que soit leur taille, on les surnomme planètes mineures. Mais contrairement aux planètes, elles peuvent à tout moment quitter leurs orbites. Les causes principales de ces évasions de la ceinture d'astéroïdes sont connues des spécialistes des trajectoires, qui tentent de mettre en équation et de modéliser leurs parcours erratiques. La trajectoire des astéroïdes est perturbée en premier lieu par les forces gravitationnelles du Soleil et, dans une moindre mesure, par celle des planètes dont la position est bien connue. Le problème vient de la position des astéroïdes qui n'est pas précisément connue. Elle est estimée sur la base de mesures physiques avec une marge d'erreur inévitable. En plus des astéroïdes, les scientifiques surveillent les orbites d'autres corps célestes, les comètes. Les comètes, c'est des petits corps qui sont très riches en éléments volatiles et en glace, et qui d'ailleurs, quand elles passent près du Soleil, eh bien, chauffent, la glace se sublime, se transforme en gaz, et ça crée donc cette très belle chevelure qui est caractéristique des comètes, qu'on appelle du coup des corps actifs. Comètes et astéroïdes ont de nombreux points communs, à commencer par leurs orbites, qui peuvent croiser celles des planètes. L'explosion de la Tunguska en 1908 n'a pas été l'événement déclencheur de la prise de conscience du risque d'impact d'astéroïdes. Il a fallu en fait attendre 1994 et l'impact d'une comète sur Jupiter. Disloquée par la gravité de la géante gazeuse, la comète, nommée Shoemaker-Levy 9, s'est abattue sur Jupiter. C'était la première fois que l'être humain voyait de par lui-même en temps réel un impact se produire, puisqu'on pouvait l'observer depuis la Terre avec les télescopes terrestres. Et il fallait un événement concret qu'on pouvait vivre de nous-mêmes pour réaliser qu'effectivement il y avait des petits corps qui rentraient en impact avec les planètes. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le Conseil européen, en 1996, a pris une première résolution pour se préoccuper de ce risque d'impact. L'étude du risque posé par les astéroïdes est devenue alors une science à part entière.
Les astéroïdes évoluent dans le système solaire. Ils orbitent autour du Soleil. De temps à autre, nous avons des collisions entre des astéroïdes qui produisent de plus petits fragments. Mais il y a aussi des interactions avec d'autres planètes. La gravité de ces planètes peut alors mettre des astéroïdes sur d'autres orbites, les dérouter. Si ça arrive, si un astéroïde prend une orbite qui croise celle de la Terre, on l'appelle un géocroiseur. Par chance, notre planète possède une atmosphère qui joue un rôle de bouclier naturel. Elle disloque et brûle les petits géocroiseurs qui viennent s'y frotter. Mais les gros astéroïdes ne sont que partiellement freinés. Si l'un d'entre eux venait à tomber sur une zone peuplée aujourd'hui, il ferait certainement des milliers de victimes et des dégâts considérables. Or, la population humaine a été multipliée par plus de 50 depuis l'Antiquité, et nos infrastructures constellent les terres émergées. Si vous doublez la superficie couverte par les infrastructures humaines sur Terre, alors logiquement, le risque qu'un astéroïde tombe sur une surface habitée est elle aussi doublé. Regardez Dubaï par exemple. Il y a 30 ans, il n'y avait rien, et aujourd'hui, la ville est immense. Et évidemment, plus vous avez d'habitants dans une région, plus les dommages seront sévères. Curieusement, nos chances d'être impactés demeurent dérisoires, car nous n'occupons qu'une infime partie des terres émergées. Depuis l'événement de la Tunguska, seuls des petits astéroïdes nous ont rendu visite. Quand un astéroïde arrive au sol, on l'appelle météorite. Quelques-uns ont récemment touché des infrastructures humaines. Par exemple, en 1954, dans le sud des États-Unis, une femme est blessée au cœur de sa maison. En 1992, également aux États-Unis, le coffre d'un véhicule est perforé. En 2006, à Sumatra, le toit du porche d'une maison est percé. En 2007, au Pérou, le cratère d'une météorite libère des émanations de soufre. Et enfin, en 2008, une rizière en Inde est touchée, juste au milieu des paysans. En outre, comme la surface de la Terre est aux 2/3 couverte par les océans, la plupart des collisions avec notre planète passent inaperçues. Mais nos mégalopoles ne sont pas à l'abri d'un impact dévastateur. À l'image de météores cratères, formés il y a environ 50 000 ans, notre planète porte encore les cicatrices de violentes collisions antérieures à la période historique. Aussi, la question n'est pas de savoir si, mais quand nous serons touchés par un gros astéroïde. Pour y répondre, certains astronomes s'intéressent à celles qui accompagnent la Terre depuis des milliards d'années. La Lune. Comme notre satellite ne possède ni océan, ni atmosphère, ni végétation, sa surface est un livre ouvert qui raconte la très longue histoire de rencontres mouvementées avec les astéroïdes. Une histoire qui continue de s'écrire aujourd'hui, devant nos yeux. Certains astronomes détectent ces collisions en direct. Tout a commencé lorsque j'ai observé l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994. Je me suis demandé quelle était la fréquence de ces impacts, non seulement sur Jupiter, mais aussi sur le système Terre-Lune. J'ai alors surveillé les flashs d'impact sur la Lune, car ils pouvaient donner des informations sur le rythme de ces collisions, et ainsi se faire une idée du danger qu'elles représentent pour la Terre. Ces observations en temps réel permettent de définir la nature des objets spatiaux qui ont sculpté, depuis la nuit des temps, le visage de la Lune. En analysant les cratères, et en particulier les nombreux cratères lunaires, nous pouvons estimer la quantité de matière cosmique qui bombarde la Lune. Nous savons aujourd'hui que durant les 3 ou 4 derniers milliards d'années, le flux de ces bombardements est approximativement constant. À l'échelle du système solaire, la Terre et la Lune sont très proches. Les modèles numériques les considèrent comme des cibles identiques.
On peut alors déterminer la quantité de matière tombée sur la Lune et quel pourrait être l'effet sur une planète comme la Terre. Le nombre d'impacts que l'on calcule grâce aux cratères lunaires traduit une fréquence de collision quelque peu préoccupante. Il semble maintenant acquis que des astéroïdes dont la taille est de l'ordre du mètre frappent notre planète au moins 10 fois plus souvent qu'on ne le pensait autrefois. Un astéroïde, capable de créer un événement comme celui de la Tunguska, mesure environ 50 mètres. Ça arrive en moyenne tous les quelques siècles. Un astéroïde de 100 mètres doit entrer en collision avec la Terre une fois tous les quelques millénaires. Et toujours plus grand, 1 kilomètre. Ça n'arrive qu'une fois tous les 500 000 ans. Mais dans ce cas, les conséquences sont globales. Il existe une relation statistique entre la fréquence des impacts, la taille des astéroïdes et les dégâts qu'ils peuvent provoquer. Le risque astéroïde est donc quantifiable. C'est comme jouer à la loterie. Nous ne savons pas quand un tel phénomène va se produire. Et quand bien même si c'est peu probable, il peut survenir. Et nous devons avoir les systèmes de défense appropriés. Le message de la Lune est sans appel. Alors les astronomes échangent, collaborent, et les laboratoires fourmillent d'innovations. Pour repérer les géocroiseurs, le télescope reste le moyen le plus couramment utilisé. Mais depuis la découverte des premiers astéroïdes au début du 19e siècle, la technique a bien évolué. Quand on voit un astéroïde avec un télescope optique, il apparaît comme une traînée lumineuse en travers de l'image. Et avec de multiples observations depuis le même télescope, on peut commencer à estimer sa trajectoire. Mais c'est bien mieux si on a des données en provenance de plusieurs observatoires. On aura alors une précision sur la trajectoire largement supérieure. Après avoir extrait les positions et l'heure précise de la découverte, on les envoie au centre des planètes mineures. Basée aux États-Unis, cette institution de recherche centralise toutes les observations internationales. Autrement dit, des millions de positions d'astéroïdes. Le centre des planètes mineures connecte tous ces points afin de calculer l'orbite précise d'un objet spatial. Il compare l'orbite à d'autres observations pour vérifier si l'objet est connu. Sinon, il décrète que c'est un nouvel astéroïde et invite les observatoires à le surveiller. Chaque jour, les orbites de milliers d'astéroïdes sont actualisées. Année après année, la trajectoire de ces vagabonds de l'espace se précise. Mais ce n'est pas si simple. Il y a un grand problème dans les trajectoires des astéroïdes, c'est que quand on les calcule et qu'on les soumet simplement aux perturbations gravitationnelles des planètes, leur trajectoire ne colle pas avec les trajectoires observées. Pour expliquer ces différences entre trajectoires réelles et théoriques, il faut prendre en compte une force infime qui n'affecte pas les planètes comme la Terre. Un phénomène complexe étudié par l'équipe de l'Observatoire de Nice. Quand les scientifiques analysent les orbites des astéroïdes, ils constatent que leurs trajectoires sont modifiées par un effet qui n'est pas lié à la gravité. C'est l'effet Yarkovsky. C'est assez simple. Ça, c'est l'astéroïde. Ça, c'est le Soleil. Une face de l'astéroïde est chauffée par le Soleil, et quand l'astéroïde tourne, la chaleur est réémise dans une autre direction. En s'éjectant, cette chaleur agit comme un réacteur et modifie la trajectoire. Cet effet est impossible à mesurer précisément depuis la Terre. La direction et l'intensité de cette force dépendent de la composition et de la morphologie de l'astéroïde.
Mais c'est très important que les scientifiques les estiment avec précision, surtout pour les astéroïdes qui peuvent potentiellement rentrer en collision avec la Terre. Cette force, due à l'énergie du Soleil captée puis renvoyée par l'astéroïde, est constante. Elle peut l'éloigner ou le rapprocher du Soleil. Tout dépend de son sens de rotation. Si l'astéroïde tourne sur lui-même de façon à ce que son point le plus chaud se trouve légèrement vers l'avant, la poussée sera dirigée vers l'arrière, ce qui ralentira l'astéroïde. Dans ce cas, son orbite rétrécira et peut alors croiser celle de la Terre. C'est probablement ce qui s'est passé en 2008, lors d'un événement extraordinaire, suivi en direct par de nombreux astronomes. Un astéroïde est détecté par l'observatoire du mont Lemmon en Arizona. Une alerte est lancée, car cet astéroïde semble se diriger droit vers la Terre. Tout autour du monde, de nombreux observatoires essayent de préciser sa trajectoire aussi vite que possible. Ils prévoient que l'astéroïde, désormais nommé 2008 TC3, doit entrer dans l'atmosphère moins de 19 heures plus tard. Les calculs des observatoires pronostiquent une entrée atmosphérique au sud de l'Égypte. Une alerte a même été transmise à des pilotes d'avion pour qu'ils observent son entrée atmosphérique. This is Cairo Radio on 5517. Imminent collision alert. Asteroid 2008 TC3 will enter Earth's atmosphere over northern Sudan today at 01 hour 49 minutes UTC. Velocity 29,000 miles per hour. Expected position 21 degrees north, 32.15 degrees east. Trajectory 00 degrees today at 01 hour 49 minutes UTC over northern Sudan. L'astéroïde s'est finalement désintégré à 37 km d'altitude et à quelques centaines de kilomètres devant l'avion. Cette entrée atmosphérique anticipée incarne notre capacité à surveiller les menaces extraterrestres. Ce qui rend fascinant 2008 TC3, c'est que c'est le premier astéroïde détecté avant son entrée dans l'atmosphère. Quelques semaines plus tard, une collecte de météorites issue de l'astéroïde 2008 TC3 a été lancée dans le désert du Soudan. « 2008 TC3 donnait l'espoir que nos télescopes terrestres soient capables de détecter des géocroiseurs, même tardivement. Quelques années plus tard, un événement totalement inattendu allait doucher nos illusions. Dans le sud de l'Oural, des centaines de témoins ont assisté en 2013 à la désintégration d'un astéroïde de 16 mètres de diamètre à 30 km d'altitude.
aucun télescope n'avait vu venir cet astéroïde qui a libéré dans l'atmosphère une énergie équivalente à 30 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. La chaleur de l'explosion a été ressentie jusqu'à 60 km à la ronde. Son onde de choc a détruit des milliers de vitres et de fenêtres dans la région. Il n'y a pas eu de victimes, mais plus d'un millier de personnes ont été blessées par les éclats de verre. Chelyabinsk nous a permis de réaliser que même un événement à très faible probabilité pouvait effectivement se concrétiser. Et ça a questionné notre capacité à intégrer la menace des astéroïdes. Et du coup, ça a aussi renforcé les efforts dédiés à la découverte de ces objets, en particulier aux États-Unis. En 2016, la NASA a créé le premier bureau de défense planétaire. Ce que nous a appris l'astéroïde de Chelyabinsk, c'est qu'un petit astéroïde pouvait causer de gros dégâts. Que dans ce monde industrialisé, un petit objet peut semer le chaos. Par chance, personne n'a été sérieusement blessé. Mais si ça avait été une autre saison, un autre moment de la journée, s'il avait été un peu plus près, les conséquences auraient été très différentes. Nous ne devons pas nous contenter de surveiller les gros astéroïdes. On doit aussi garder un œil sur les plus petits qui sont beaucoup plus nombreux. Avec Chelyabinsk, la plupart des gouvernements ont rejoint les vues des scientifiques sur la menace que font peser les astéroïdes. Pour les États-Unis, les astéroïdes sont désormais sur la liste des menaces nationales. Le bolide de Chelyabinsk est donc un coup de semonce, une injonction à se doter d'autres outils de détection. La traque des astéroïdes a longtemps reposé sur la chance, ou passait par quelques créneaux horaires concédés par des observatoires affectés à d'autres recherches. Le bolide de Chelyabinsk a révélé la nécessité de télescopes entièrement dédiés à la détection des astéroïdes. Ainsi, l'Agence spatiale européenne a conçu un télescope bon marché permettant de couvrir de larges portions de ciel chaque nuit. Voici le télescope Fly Eye, ce qui signifie « œil de mouche » en anglais. Cet instrument s'inspire des yeux de la mouche. Comme vous le savez, ils sont composés de multiples facettes, ce qui offre à la mouche un très grand champ de vision. Cet instrument fonctionne selon le même principe. Le champ de vision du Fly Eye est bien supérieur à ceux des autres télescopes. Ce large champ de vision de 44 degrés n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Cet instrument est capable de scruter le ciel 3 fois par nuit. En déployant les Fly Eye dans les 2 hémisphères terrestres, les astronomes se dotent de formidables outils pour recenser les astéroïdes sur la quasi-totalité de la voûte céleste. Mieux, ils peuvent les caractériser. Non seulement il peut détecter des astéroïdes, mais il peut aussi calculer approximativement leur orbite. Mais les Fly Eye et nos télescopes terrestres ont leurs limites. Aveuglés par la lumière solaire, ils ne travaillent que la nuit et sont gênés par les nuages. C'est pourquoi une équipe américaine privilégie la piste d'un télescope spatial pour traquer les astéroïdes à temps plein. Par chance, un satellite en fin de mission pourrait servir de prototype. Nommé WISE, il a été lancé en 2009 par la NASA pour détecter les exoplanètes. Sa mission terminée, il a été mis en hibernation et maintenu en orbite. Les astéroïdes allaient lui donner une seconde vie. Les opérateurs de la mission WISE ont constaté qu'il fonctionnait encore partiellement. Peu après l'événement de Chelyabinsk, ils l'ont remis en service, avec pour tâche de trouver des astéroïdes. Ils l'ont alors rebaptisé NEOWISE. NEOWISE est équipé d'une caméra thermique qui mesure les rayonnements infrarouges.
autrement dit la chaleur, émise par les corps célestes. Un outil parfaitement adapté à la détection et à la caractérisation d'astéroïdes. Avec un télescope optique, on voit l'astéroïde comme un point ou une ligne sur une image. L'éclat de cet astéroïde dépend de ce que nous appelons l'albédo, autrement dit, à quel point la surface reflète la lumière. Ça donne une idée très approximative de sa taille. Mais avec des images thermiques par infrarouge, on peut déterminer précisément le diamètre de l'astéroïde. Chaque jour, NeoWise effectue 16 orbites autour de la Terre. Malgré son angle de vue étroit, il offre une perspective unique sur l'ensemble de la voûte céleste. La résurrection de ce télescope apporte quotidiennement une mine de données qui demandent à être rigoureusement analysées. En 2021, il a déjà découvert plus de 40 000 astéroïdes et a permis d'en caractériser près de 200 000. C'est plus que l'ensemble des découvertes des télescopes terrestres à ce jour. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a environ 1 million d'astéroïdes dans la ceinture principale. Parmi eux, 20 000 croisent à proximité de la Terre. Si un risque de collision, tôt ou tard, paraît inéluctable, il faut apprendre à se protéger. Et de l'avis de nombreux scientifiques, il vaudrait mieux pour nous que cette éventualité ne survienne pas trop tôt. Je pense qu'avec la technologie actuelle, il n'y aurait aucun moyen d'éviter une collision d'astéroïdes détectée 1 an à l'avance, sauf si c'est quelque chose de très petit. Il faudra apprendre à réagir vite. En 2011, les agences spatiales européennes, américaines et quelques instituts ont décidé d'étudier ensemble un projet pour tenter de dévier un astéroïde menaçant peu de temps après sa détection. De nombreuses méthodes ont été proposées, mais l'équipe du laboratoire de physique appliquée de l'université de Johns Hopkins est chargée de concevoir une sonde qui doit rentrer en collision avec cet astéroïde pour changer sa trajectoire. Il aura fallu plus de 10 ans d'études pour retenir et développer cette solution. Pourquoi choisir de heurter un astéroïde pour le dévier plutôt que d'utiliser une charge nucléaire ou même quelque chose d'un peu plus osé, comme un tracteur gravitationnel, qui naviguerait à proximité d'un astéroïde et qui l'attirait grâce à sa propre gravité? Dans le jargon des astrophysiciens, un tracteur gravitationnel est une sonde qui changerait la trajectoire d'un objet spatial, typiquement un astéroïde, sans entrer en contact physique avec lui. Il ne jouerait que sur les lois de la gravité pour modifier son orbite. D'autres propositions ont été avancées. Il y a de nombreuses autres options. On a évoqué les lasers et beaucoup d'autres approches pour la défense de la planète. Mais ces solutions n'ont pas retenu les faveurs de la NASA, car elles sont peu précises et surtout complexes à mettre en œuvre, à la différence de la solution proposée par l'université Johns Hopkins. L'impact cinétique est une méthode très simple. Nous savons tous ce qu'il se passe quand vous heurtez quelque chose. Ça provoque une forte réaction. Et c'est aussi la technique la plus facile à expérimenter. Le laboratoire prépare donc une sonde kamikaze qui rassemble les dernières innovations spatiales. Des moteurs ioniques qui permettront à la sonde d'accélérer constamment jusqu'à sa cible. Des panneaux solaires déroulants pour lui donner un maximum d'énergie. Et même une caméra qui fournit les données à un système de navigation autonome. La sonde porte le nom du projet, DART, un acronyme anglais signifiant test de redirection d'un astéroïde double. En effet, la cible choisie est un astéroïde particulier nommé Didymos. Le système Didymos comprend 2 astéroïdes. Le principal, l'astéroïde Didymos, mesure 1 km de large.
Il a une petite lune appelée Dimorphos qui mesure 160 mètres de diamètre. C'est ce qu'on appelle un astéroïde double. L'orbite du système Didymos passe très près de celle de la Terre. C'est un objet potentiellement dangereux. Après avoir été retardée par la pandémie de Covid, la sonde DART est finalement lancée en novembre 2021. Rien ne garantit que ce condensé de technologie va correctement fonctionner. Pour ne pas risquer une collision aux conséquences incontrôlées et hasardeuses pour notre Terre, la mission DART ne vise pas l'astéroïde principal. On se dirige vers le système Didymos pour entrer en collision avec sa Lune. Pour filmer sa propre désintégration, la sonde a chargé dans ses soutes une caméra éjectable destinée à rester dans son sillage. DART embarque un petit satellite appelé Lycia Cube que nous a fourni l'agence spatiale italienne. Après un voyage de 10 mois et 150 millions de kilomètres, Didymos est en vue. Ce qui semblait être de la science-fiction est devenu concret. Elena Adams se projette dans cette mission incertaine. Nous arrivons à proximité du système Didymos, à la vitesse de 23 000 km/h. Jusque-là, nous avions mis le cap sur Didymos, car son satellite n'était pas visible. Mais lorsqu'il apparaît enfin, nous changeons de cap et nous visons Dimorphos, sa petite lune. La sonde devient alors autonome, pour terminer seule sa mission suicidaire. Sur sa lancée, son compagnon, le Lycia Cube, n'a que 100 secondes pour immortaliser en photo cette première. La collision est prévue quand le système Didymos passera à proximité de la Terre. Nos télescopes mesurent les changements d'orbite tant attendus. Mais ils ne peuvent pas distinguer les conséquences de l'impact sur la petite lune Dimorphos. Les astrophysiciens en sont réduits à faire des suppositions. L'impact de DART crée un gigantesque cratère, assez impressionnant, d'au moins 20 mètres de large. Ces prévisions ne font pas l'unanimité. On parle d'un cratère de 20 mètres de diamètre, mais en fait on n'en sait rien parce que ça dépend de plein de choses. Les images du cratère fournies par le Lycia Cube risquent d'être obstruées par le chaos créé par l'impact. Tous les débris vont voltiger. Et en faible gravité, ils vont former un gros panache. Certains éjectats vont disparaître dans l'espace et d'autres vont progressivement être attirés par Didymos où Dimorphos est retombé. Cette collision volontaire ne restera pas sans suite. En octobre 2024, l'Agence spatiale européenne va lancer une mission de suivi grâce à une sonde nommée ERA. ERA nous permet en quelque sorte d'acheter une assurance vie, puisqu'en fait, elle vient mesurer l'effet d'un impact qui a pour but de dévier un astéroïde et donc vérifier cette efficacité. Cette mission va enfin trancher les débats. ERA va arriver sur Dimorphos pour mesurer la taille du cratère produit par la mission DART, pour mesurer la quantité de déviation produite aussi par cette mission, et pour mesurer toutes les caractéristiques physiques de l'astéroïde dont dépend la réponse à l'impact produit par DART. ERA emportera aussi 2 satellites miniatures qui effectueront des analyses chimiques et des radiographies par radar du cœur de Dimorphos. En caractérisant en détail les propriétés physiques de l'astéroïde et le cratère résultant de l'impact de DART,
nous pourrons calibrer nos modèles numériques. Les informations ainsi recueillies sont transcrites en données accessibles à toute l'humanité pour préparer notre défense planétaire. On pourra alors utiliser ces modèles numériques pour nous aider à prédire comment, dans le futur, détourner un astéroïde. Au-delà de la science, les astéroïdes géocroiseurs questionnent la façon dont les gouvernements peuvent gérer une crise d'ampleur cataclysmique. Au cours d'exercices de préparation à un impact, une armée de spécialistes internationaux tente d'établir des règles de conduite. En cas de télescopage anticipé d'un astéroïde avec la Terre, les enjeux éthiques et économiques sont si importants que seule l'Organisation des Nations Unies dispose de la légitimité suffisante pour gérer la crise. Elle a créé une division spéciale baptisée Bureau des Affaires Spatiales. Il travaille notamment à l'élaboration des règles à adopter quand une collision devient certaine. Si on découvre un astéroïde d'environ 10 mètres, l'IAWN, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, publiera un avertissement. Cette information sera aussitôt transmise aux États membres de l'ONU par notre Bureau des Affaires Spatiales. Si l'astéroïde détecté mesure plus de 50 mètres et que sa probabilité d'impact avec notre planète dépasse 1% dans les 50 prochaines années, un groupe d'experts sera alors nommé pour étudier les options de détournement. En 2022, notre système de surveillance spatiale permet de détecter plusieurs jours en avance des objets de plus de 10 mètres à l'approche de notre Terre. En cas d'impact inéluctable dans une zone peuplée, que faire? La préparation est évidemment cruciale. Aussi, nous mettons en relation la communauté scientifique de défense planétaire avec les structures en charge de la protection civile. Ainsi, l'ONU fournit à tous ses États membres des solutions pour répondre d'urgence à une menace d'astéroïdes. Comme par exemple héberger les populations déplacées ou offrir au plus grand nombre des informations fiables. Pour lutter contre cette menace extraterrestre, on pourrait croire que l'humanité est unie. Pourtant, la politique reste toujours en toile de fond de l'aventure spatiale. À l'heure où la Chine tente d'émerger comme la première puissance mondiale, elle étudie comment théoriquement dévier seule un astéroïde. Elle prend pour exemple et comme cible l'astéroïde géocroiseur Bennu, un objet de 500 mètres de diamètre et pesant 78 millions de tonnes. Coïncidence ou provocation, cette annonce survient alors que l'agence spatiale américaine NASA a dépensé entre 2014 et 2020 des millions de dollars pour l'étudier, en prélevant un échantillon avec une sonde. Selon cette étude chinoise théorique, 23 fusées Longue Marche 5 frapperaient Bennu simultanément. Entre démonstration de puissance et réelle collaboration internationale, qui sait comment se comporteront les États? Je pense que s'il y a une probabilité d'un impact de grande ampleur pour la population, les pays se réuniront et décideront d'une action collective. La crise climatique actuelle nous prouve malheureusement que l'humanité peine à répondre d'une seule voix à une menace globale, malgré sa capacité à parfaitement l'identifier. Tout est question d'anticipation. Grâce aux énormes progrès accomplis par la recherche spatiale, nous sommes aujourd'hui davantage préparés à protéger notre planète contre des menaces lointaines que contre des menaces internes. Désormais, le centre des planètes mineures suit un nombre sans précédent d'astéroïdes. De plus, grâce aux nouveaux télescopes comme FlyEye et NEOWISE, le rythme des détections s'accélère. Dans la ceinture principale d'astéroïdes, ceux d'une taille supérieure à 100 mètres sont désormais tous connus. Nul doute que de petits astéroïdes, comme 2008 TC3 ou Tcheliabinsk, nous surprendront encore et pourront causer de gros dégâts s'ils tombent dans des zones habitées. Heureusement, les enseignements des missions DART et HERA
nous aideront à éviter un impact majeur avec des astéroïdes géocroiseurs, qui devront rester, grâce à notre technologie et pour l'éternité, des épées de Damoclès en orbite.